Astrid Guillaume, donc, qui est maître de conférence HDR en sciences du langage à Sorbonne Université. Et elle est présidente fondatrice donc, de la Société française de zoosémiotique que je vous ai évoquée ce matin en introduction. Et la contribution donc d'Astrid Guillaume dans notre ouvrage porte sur la déclaration des droits de l'être sentient et l'humanimalisme pour le respect des humains et des animaux. Alors, je vous remercie, Aloïs Ken, pour cette invitation et aussi pour ce partenariat avec la SFZ, puisque la SFZ, comme vous l'avez rappelé en introduction, est donc partenaire de ce colloque et des précédents. Et je m'en réjouis. Il y a plusieurs membres de la SFZ d'ailleurs présents dans le public et je les remercie, je les en remercie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'humanimalisme et de la déclaration de l'être sentient. C'est de cela dont j'ai parlé dans l'article de l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui. Et donc, je vous montre un petit peu mes spécialités très rapidement. Je ne veux pas faire dans l'autogratulation et parler de mon CV, mais cette présentation de ce que j'ai fait, finalement, explique pourquoi, indirectement, j'en suis arrivée à me poser ce genre de questions sur l'être sentient et sur l'humanimalisme. Je remercie en fait les collègues qui, en introduction et au cours de la journée, ont évoqué le mot sentience et l'ont tout à fait intégré à leurs problématiques. C'est tout à fait souhaitable. On va encore voir pourquoi aujourd'hui. Donc, je dépends d'une école doctorale qui s'intitule Concept et langage à Sorbonne Université. Et concept et langage, c'est très important pour moi, vous le verrez par la suite. Je suis également référente discrimination et harcèlement pour mon UFR, ce qui est très important pour l'humanimalisme, vous verrez pourquoi. Évidemment, présidente fondatrice de la Société française de zoosémiotique, vice-présidente d'honneur cofondatrice de l'Observatoire européen du plurilinguisme, et c'est important aussi parce que ça implique la traductologie et l'importance des mots à traduire. Et enfin, depuis fort longtemps, bientôt une quinzaine d'années, membre du comité scientifique de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, qui m'a évidemment sensibilisée à beaucoup de problématiques qui ont été traitées aujourd'hui. Mais bien avant toutes ces associations et sociétés savantes, il y a eu de grands auteurs qui ont beaucoup, je dirais, influencé ma carrière, hein, en quelque sorte. Entre autres, Victor Hugo qui disait: «L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà». Donc c'est une approche qui m'a beaucoup euh, euh, touchée dans le sens où finalement Victor Hugo a été à la base de la loi Grammont et il a beaucoup fait pour les animaux qui a été battus en public, on en a parlé tout à l'heure. Émile Zola, qui est un grand amoureux des animaux, a parlé de la cause des animaux passe avant le souci de me ridiculiser. Et la question de se ridiculiser est très importante parce qu'elle ne devrait pas être, alors que très souvent, lorsque l'on s'occupe des animaux, et c'est encore plus vrai en sciences du langage, eh bien oui, il arrive que l'on soit amené à se ridiculiser quand on veut attribuer des sensations, des sentiments, des émotions, une langue, des langages aux animaux. Victor Hugo, qui d'ailleurs, je reviens à Victor Hugo, qui avait aussi créé une revue qui s'appelait Le Zoophile. Alors, pas dans le sens qui a été évoqué tout à l'heure, mais dans le sens de celui qui aime les animaux, qui s'intéresse aux animaux et pas pour avoir des relations sexuelles avec lui. Donc, il faudra aussi peut-être redéfinir ce terme de zoophilie. Enfin, Théodore Monod, personnage exceptionnel qui parlait de l'utopie en disant que l'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Donc, l'utopie, c'est quelque chose qui doit encore se concrétiser, hein. Thomas More parlait aussi des utopiens pour mettre en place un système qui n'était pas encore tout à fait d'actualité, mais qui pourrait bien sûr le devenir. Et la déclaration de l'être sentient, nous verrons, est un très bel objet à développer dans les années et siècles qui viennent. Tout cela est parti en fait de cet article L214 qui est bien connu parce que l'association du même nom s'en est emparée, qui parle de l'animal en tant qu'être sensible.
cet article qui a aussi été traduit en anglais par Sentient Being. Et donc, vous voyez que là, on a déjà un petit flou artistique sur la notion de traduction qui ne se fait pas bien, puisque la notion de sensible, sensibilité, conscience n'a rien à voir finalement avec la notion de sentience. Et ça, c'est une autre conférence que j'ai déjà donnée. Et je pense que c'est très important de bien faire la différence entre la notion de sensible, de sensibilité, de conscience et de sentience. Et enfin, cet article L214.3 qui indique qu'il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Sauf que, bon, les animaux sauvages libres, eux, peuvent être tout à fait maltraités et donc ça pose débat. Vous voyez là, il y a 2 articles puisque je m'adresse aussi à des juristes, même si l'assemblée est très pluridisciplinaire, il y a un problème juridique qui, se pose dès le départ. Alors sur le plan, des droits, des humains, il y a, bien sûr, la la Déclaration universelle des droits de l'humanité, il y a la Déclaration universelle des droits, des droits humains et puis lorsque vous allez à l'Assemblée nationale, vous voyez cette sphère des droits de l'homme, qui est un symbole de la démocratie et de la dimension humaine, sensible. J'aurais aimé voir, plus que sensible, sentient. Bien sûr, c'est une belle, boule, une belle pierre taillée, qui montre la perfection de cet aspect démocratique et qui est très important et vous verrez que, la déclaration de l'être sentient ne remet absolument pas en question les droits, humains, les droits de l'homme, elle s'emploie finalement à les compléter, à les parfaire. Il y a, bien sûr, d'autres, déclarations et là, je vous invite à acheter le livre que nous présentons aujourd'hui puisque j'en parle dans, un sous-chapitre qui s'appelle «Les déclarations, universelles des droits de l'homme ou de l'humain». Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, d'hommes, hein, avec un grand H, parfois avec un petit h. Il y a beaucoup, de fraternité, de frères et on se peut se demander où sont les femmes, où sont les animaux dans tout cela? Et d'ailleurs quand, Aloïs Ken a choisi le titre de son colloque, je lui ai dit: «Mais est-ce qu'on peut pas changer le mot homme par humain?» Alors je ne suis pas anti-homme, hein, je ne suis ni anti ni pro, je suis juste, linguiste et pour moi les mots sont très importants. L'omniprésence d'un mot dans le champ, médiatique peut aussi avoir des conséquences et j'aime bien, parler très précisément donc quand c'est possible, quand on parle des humains, autant parler des humains plutôt que des hommes, même si la polysémie du terme est tout à fait acceptable, je l'entends. Dans les 17 articles de la Déclaration donc de l'homme et du citoyen de 1789, eh bien, il n'y a pas d'allusion explicite à la nature ou aux animaux. Alors, il est clair que cette déclaration de l'homme a été très importante pour les humains et il n'est absolument pas question de la remettre en question. Il n'est pas du tout en question ici de remettre en question l'humanisme dans sa forme actuelle, mais comme je le disais tout à l'heure, de le compléter. Heu, alors pourquoi il n'y a pas de présence, animalière dans tous ces textes, qui sont quand même, qui font date, qui ont fondé la démocratie française? C'est, tout simplement parce qu'il y a plusieurs types de citoyens en France. On oppose souvent, les gens de manière extrêmement binaire et je reviendrai à cette binarité, à ces opposés, à ces contradictions qui ne sont pas si binaires que cela finalement, puisqu'il y a différents types de personnes. Il y a, les gens qui sont totalement indifférents et qui continuent de vivre comme si de rien n'était quand on leur montre, par exemple, des vidéos très choquantes sur les animaux maltraités, dans les cirques ou les abattoirs. Il y a enfin un deuxième type de profil qui acte cette souffrance, mais qui la minimise en prétextant qu'il s'agit, de faits marginaux, de maltraitances qui sont juste montrés là dans des vidéos volontairement choquantes. Il y a enfin des gens qui sont tout à fait conscients et très sincèrement touchés par la situation, mais qui s'en accommodent. C'est souvent ce qu'on dit qu'ils sont en dissonance cognitive, mais qui ne sont pas, qui ne comptent pas changer leurs attitudes ou leur façon de faire.
enfin, il y a des gens qui sont tout à fait dans la conscience de ce qui se passe, de cette souffrance animale, de cette urgence écologique, parce que souvent, la souffrance animale, va avec une urgence écologique et qui amorce une transition vers un nouveau type d'alimentation, parfois parce que ça va aussi, la souffrance animale, avec l'alimentation ou, avec la consommation. Ils réduisent leur consommation de certaines choses, ou ils font attention au paquet, par exemple, moins de plastique et cetera. Ils ont une conscience écologique, on va dire. Et puis, il y a enfin ceux qui ont totalement changé définitivement leur style de vie pour ne plus contribuer à une société qui est en fait génératrice de souffrance des êtres vivants, qui est totalement irrespectueuse de leur biosphère. Alors, ils le font parfois pour des raisons morales, pour des raisons aussi de santé, ou bien pour des raisons vraiment écologiques, de respect de la planète et du vivant. Donc vous voyez que le débat n'est pas du tout binaire, comme on pourrait le penser, lorsque on regarde la télé et qu'on voit des débats, qui sont, extrêmement, frontaux, qui opposent des courants parfois politiques qui, finalement volent en éclats sur la question animalière. Parce qu'on voit des gens, d'extrême gauche, centristes, d'extrême droite qui se réunissent et qui parfois sont tout à fait d'accord pour dire que la corrida, c'est catastrophique ou, que les animaux souffrent dans les cirques, ou bien, qu'il faut réduire la souffrance des animaux en général. Donc si vous voulez, la non seulement le débat n'est pas binaire, mais en plus la question politique qui va avec, a tendance à voler en éclats. Alors pourquoi je me suis intéressée à ces questions? Parce que finalement, il y a beaucoup de mots qui posent problème dans, le débat, encore aujourd'hui en France, comme les notions de pensée animale, d'intelligence animale, d'émotion animale, de sensibilité animale, de conscience animale, de langage animalier et donc de sentience animale. Alors que ce sont, quand même des faits qui sont scientifiquement prouvés aujourd'hui, mais qui posent débat dans certains champs académiques du savoir, dans certaines, branches en particulier, en philosophie ou en sciences du langage. Donc c'est très difficile de faire avancer les choses, je dirais, en faculté des lettres, hein, alors qu'en faculté des sciences, ce sont des choses qui sont actées et de surcroît en France puisque, dans les pays comme, l'Allemagne, des mots qui existent déjà depuis très, très longtemps et dans les pays anglo-saxons, puisque le mot sentience est un mot à la base latin, mais qui a fait sa vie dans les sphères anglo-saxonnes. Et donc, en Allemagne, par exemple, et donc, aux États-Unis aussi, les progrès avancent, beaucoup plus vite qu'en France, puisque bon, on a parlé de Descartes, bien sûr, et de Malebranche, mais vous voyez qu'en Allemagne, on parle sans problème de Die Sprachen der Tiere, c'est-à-dire vraiment les langues des animaux, ne posent pas de débat. On parle de Die Intelligenz der Tiere, des Tierendenken, donc il n'y a pas ou wie die Tiere denken, wie Tiere denken, ça ne pose pas de débat particulier à utiliser ces termes, alors qu'en France, il y a encore, un souci à utiliser ces questions, alors que pourtant, lorsque vous voyez, les animaux qui vous entourent ou bien, les animaux sauvages qui vous entourent tout autant, mais que vous voyez peut-être moins souvent, on voit bien qu'ils expriment des émotions et qu'ils souffrent, qu'ils sont donc des êtres véritablement émotionnels, qui, sont donc des êtres sentients, que ce soit, sur le plan, donc terminologique, puisqu'il y a une absence lexicale et c'est un petit peu ma sphère de recherche, de, créer des mots, de préciser le lexique et de bien savoir de quoi nous parlons pour, justement les protéger puisque la loi, s'appuie sur les mots. Et donc, bien sûr, respecter leurs émotions, c'est aussi mieux les comprendre et mieux les intégrer dans leur façon d'être, dans leur personnalité et dans leur bonheur, dans leur crainte, dans leur souffrance. Donc l'apport de la linguistique à ces problématiques et l'apport des sciences du langage s'est fait un peu tardivement, mais elle est, vraiment incontournable à mon sens et nous sommes très peu de linguistes à nous intéresser au sujet parce qu'il y a beaucoup de définitions qui ont été fermentes, très orientées sur, les êtres humains et pourtant la zoosémiotique, la lexicologie, la sémantique, la néologie, la traductologie
sont des champs du savoir des sciences du langage qui sont vraiment très importantes pour parler des questions qui sont les nôtres aujourd'hui. D'où la création de la Société française de zoosémiotique, qui travaille sur 5 axes différents: les langages interspécifiques, intraspécifiques, métaspécifiques, les cultures, c'est-à-dire la sémiotique des cultures animales non humaines et la sémiotique des cultures animales humaines en relation avec les cultures non humaines, où s'introduit la robotique, l'intelligence artificielle et le droit, entre autres. Et donc cette, notion d'animaux qui ont une individualité, qui ont une personnalité juridique, c'est aussi, l'importance de la sentience. Alors il y a maintenant, beaucoup de communautés, j'ai envie de dire, qui travaillent sur la notion de sentience, et personnellement, je m'en réjouis beaucoup parce que, comme vous l'avez évoqué en introduction, j'ai beaucoup travaillé sur la sentience pour faire accepter ce mot, et je suis contente de voir que la société civile s'en est emparée, comme le projet Méduse qui parle du mot le plus important du monde. Et ce n'est pas, vraiment un superlatif que de le dire, puisque la sentience, c'est vraiment ce qui nous lie, hem, à l'animal. Bon, c'est un petit peu, ridicule ce que je dis, puisque l'humain est un animal sur le plan biologique, et je le rappelle toujours parce que ce n'est pas à négliger. Donc effectivement, le fait d'éprouver des émotions, c'est propre aux humains et aux animaux. On a vu que le robot peut-être, éprouvera aussi des émotions, mais ce sera en copie de ce que les humains lui auront inculqué. Et donc cette question de la frontière qui me semble bien, poreuse entre l'animal humain et non humain, et on a évoqué, tout à l'heure, je pense en introduction aussi, que le mot sentience avait eu des difficultés à entrer dans la langue française parce que, l'Académie des vétérinaires s'y était opposée. Pas l'Ordre des vétérinaires, mais l'Académie des vétérinaires. L'Ordre des vétérinaires s'est plutôt, rallié, à ma cause, j'ai envie de dire. C'était plutôt l'Académie des vétérinaires qui s'était opposée au mot, de peur que la frontière humain-animal ne devienne trop poreuse. Alors que bon, nous savons, toutes et tous aujourd'hui qu'elle est extrêmement poreuse. Donc, l'humanimalisme, ce n'est pas un humanisme, ce n'est pas un animalisme, c'est vraiment la notion d'humanimalisme, c'est, de reconnaître aussi des individus, des caractères, des petites personnalités, des personnes non humaines. Je vous rappelle que le dauphin, l'orang-outan sont déjà des personnes juridiquement reconnues comme des personnalités non humaines dans certains pays. Donc l'être sentient, c'est un être qui est capable d'évaluer les actions des autres, donc en relation avec les siennes et d'autres personnes, de se souvenir de ses actions, donc qui est capable d'avoir des traumatismes, d'en évaluer les risques et les bénéfices, de ressentir des sentiments, d'avoir un degré variable de conscience. Donc on n'est pas du tout dans le même champ sémantique du mot sensible, sensibilité ou conscience. On est bien sur un autre terme qui est le mot sentient. Et j'ai eu l'immense joie, de voir, que le mot était entré dans le dictionnaire Larousse, dans le petit Larousse en 2020, et qu'il était même sur sa couverture. Donc c'était, vraiment pour moi une grande réussite, et pour toute l'équipe qui a travaillé avec moi, entre autres, également le docteur vétérinaire Anne-Claire Gagnon, qui avait, beaucoup œuvré, sur ces questions, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, toute la société civile s'y était mise. Et par exemple, dans le rapport de synthèse de CIWF, on voit qu'il est très important d'introduire le mot sentience, parce que, dans différents, contextes d'élevage, on peut davantage protéger un animal sentient qu'un animal sensible, évidemment. Donc j'accélère un petit peu. Donc là, je vous montre, aussi la question de, la logique des animaux liminaires. Ça, c'est l'un de mes sujets de recherche sur lequel je travaille, sur le terrain en Normandie, mais également, à Paris. Donc vous voyez ici des animaux liminaires qui sont en situation de confiance. Pourquoi? Parce que petit à petit, il y a eu, une, pas une ils n'ont pas été apprivoisés, je mets bien l'accent là-dessus, mais ils ont été respectés, et le fait qu'un animal sauvage soit respecté permet, non pas avoir des interactions, tactiles ou même visuelles avec lui, mais de lui dire: «Voilà, tu es le bienvenu sur le territoire finalement que je t'ai pris», puisque, nous sommes, ne l'oublions pas, sur leur territoire,
et tu peux venir, en interaction avec moi. Alors c'est vrai pour beaucoup d'animaux sauvages. Je précise qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du blaireau, qui est un animal, assez maltraité. Et donc, vous voyez ici un renard qui est, en pleine journée et qui n'a absolument aucune difficulté à s'approcher de la maison en tant qu'animaux liminaires. Bon, normalement, le film aurait pu, passer. Apparemment, ce n'est pas le cas, mais je ne vais pas perdre de temps puisque, je n'ai que 20 minutes, et qu'il est déjà 19 j'ai déjà passé 19 minutes. Donc, en fait, là, vous voyez d'autres animaux liminaires qui sont, éventuellement en danger puisque certains sont considérés comme des ésodes, des nuisibles, des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, comme, les corvidés, hein, la pie. Donc là, vous voyez au siège de la SFZ, une pie, mais il y a aussi d'autres animaux qui, comme le geai des chênes, sont considérés comme des nuisibles et alors qu'au contraire, bon, bah, ce sont tout aussi, leur présence tout aussi pertinente que, ceux qui ne sont pas considérés comme des nuisibles. Donc, je remercie Aloïse Ken qui, elle, a bien introduit déjà la notion de sentience, et lorsque la chaire pour la Normandie pour la paix a été clôturée, a bien mis en avant cette dynamique de reconnaissance de la sentience animale et c'est, vraiment un grand pas, en particulier pour apporter plus de protection, aux animaux, sauvages, libres. Et les 3 ouvrages, qui, ont résulté, de nos travaux en commun, en sont une preuve formidable et j'en profite pour les, présenter ici rapidement au niveau de leur couverture. Donc il y a déjà, mine de rien, des déclarations universelles des droits de l'animal. La LFDA, a co-rédigé, il y a longtemps déjà, depuis 78, une déclaration universelle des droits de l'animal. Mais elle a été, bien sûr revue. Elle est très intéressante, elle fait reconnaître de façon générale le droit des animaux. Vous pouvez la retrouver sur le site. La déclaration des droits de l'animal, qui, respecte bien sûr leur liberté, leur milieu naturel, mais également leur sensibilité, reconnaît l'animal comme étant un animal sensible et c'est là bien sûr que pour moi il y a un petit hic et que, bon, elle est à mon sens déjà un petit peu lacunaire hélas, puisque la notion de sentience n'y apparaît pas à mon grand regret. Alors, j'en profite donc pour, présenter cette déclaration, de l'être sentient qui a émergé de la société civile sous, la présence bienveillante de Jacques, Schildknecht qui est présent aujourd'hui et je l'en remercie, et avec, tout un collectif, nous avons travaillé, sur cette déclaration, qui se trouve sur un blog, de Mediapart que vous pourrez retrouver. Donc elle est composée de 11 articles que vous voyez, qui parlent de dignité, d'égalité, de liberté, de lien affectif, d'intégrité, de fraternité, d'environnement, de partage des milieux et des ressources, de science, d'humanimalisme, de promotion des idéaux. Alors, elle, vise bien sûr une reconnaissance d'une communauté des êtres sentients. Donc vous voyez qu'on va bien au-delà de, ce qui a déjà été fait par le passé. On parle de choix éthiques et de refus de violence, donc d'agressivité. L'immense violence dont les êtres humains sont capables est évoquée puisque effectivement, c'est souvent de ce fait qu'il est question et puis bien sûr les progrès de la science et c'est là que la robotique est importante et l'intelligence artificielle et même la zoosémiotique parce que une fois que nous comprenons les animaux et que nous pourrons échanger avec eux, la question sera bien sûr de savoir, qu'il ne faudra pas les manipuler. Une fois que nous comprendrons leur langage et leur langue, il faudra les respecter, d'où l'importance d'une éthique absolument parfaite au niveau des interactions avec les animaux, d'une conscience humanimaliste et de la reconnaissance de tous les êtres sentients doués d'une dignité intangible. Donc cette déclaration des êtres sentients va, à mon sens, vraiment beaucoup plus loin que ce que nous avons fait par le passé. Donc la recherche, les sciences, doivent pouvoir bénéficier aux êtres sentients et ne doivent pas les faire souffrir, les manipuler ou, les blesser évidemment, sans consentement. Donc ça évoque aussi bien sûr la notion, de viol dont on parlait tout à l'heure. Et l'humanimalisme, l'article 10 qui m'est, également très cher,
Les êtres sentients ont droit aux liens interspécifiques fondés sur le respect dans un rapport d'égal à égal, et ça, c'est très important. Ce sont des liens établis sur la découverte et la reconnaissance des intelligences, langages et sensibilités spécifiques. Ces liens générateurs de partage, de langage commun, de connaissance de soi et de l'altérité seront propices à l'édification d'une intelligence et d'une sentience commune. Cette intelligence et cette sentience commune auront pour vocation l'intérêt commun. Donc là, on fait évidemment un énorme pas en avant et je ne suis pas sûre que, la décennie qui vient verra l'application de cette déclaration, mais j'espère que le siècle qui vient la verra, de plus en plus mise en pratique. Donc pour conclure, parce que je dépasse déjà un petit peu le temps qui m'était imparti puisque nous sommes à 24 minutes, je souhaite mettre en avant vraiment, la fin de ces, débats binaires qui, montrent les pour et les anti, les contre et les pros, antispécisme et spécisme. Je tiens à mettre en avant qu'il y a des antispécistes qui sont profondément racistes et qu'il y a, justement cette notion d'humanimaliste, met en avant l'absence de racisme. Le spéciste, qui lui, éventuellement, va être philanthrope, mais également raciste. Donc la notion d'intolérance, de non-reconnaissance des diversités, des pluralités, des intelligences plurielles me semble vraiment, à mettre en avant. Donc beaucoup de mots sont apparus ces temps derniers. On a les abolitionnistes, les welfaristes, les néo-welfaristes, les sentientistes, les sentiocentristes. Donc tous ces termes sont, définis dans mon article et puis bien sûr, la notion de zoophilie, de zoopornographie. Moi je pense qu'il faut parler de zoocriminalité, de zooviol, de zoomeurtre. Tout cela, c'est, l'absence de consentement et on a vu ça déjà avec, les combats féministes. Qui ne dit mot consent, les femmes, lorsqu'elles ne s'exprimaient pas de peur, elles étaient totalement, bloquées, traumatisées. On disait: «Elle était d'accord». Donc l'absence de mots fonctionne aussi pour les animaux dans ce genre de situation. Donc renouer avec la disputatio médiévale en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse, c'est casser ce conflit exclusivement binaire. C'est lutter contre les extrémismes et les intolérances. C'est, arrêter de dire: «Voilà, j'aime les animaux, donc j'ai la haine des humains» ou «j'ai la haine des communautés» ou «j'ai la haine de certaines religions ou de certaines tendances sexuelles». Donc ne pas renier bien sûr l'humanisme, mais le compléter et y intégrer pleinement les animaux pour une désanthropisation, une zooinclusivité, une éthique du vivant, donc une ouverture sur un dialogue, c'est ça l'humanimalisme. Donc on sort de cet ego hyperhumain, de cet anthropocentrisme pour un biocentrisme, pour une désanthropisation finalement du vivant. Et ben, je vous invite à suivre le compte, Twitter de Humanimalisme, puisqu'il y a déjà, presque 3000 humanimalistes qui le suivent. N'hésitez pas à suivre @humanimalisme sur X et donc mon article, c'est la Déclaration des droits de l'être sentient et l'humanimalisme que, je renvoie également au blog Mediapart, Hippolyte Varlin et donc Jacques Schildknecht, qui a beaucoup travaillé sur la Déclaration des droits de l'être sentient. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi je ne suis pas venue aujourd'hui, c'est parce que tous les êtres sentients ont droit au respect de leurs liens affectifs, qu'il s'agisse de liens de parenté ou d'amitié. Toute séparation imposée ne pourra se faire que dans l'intérêt de l'un ou moins des êtres concernés d'une part, et il se trouve que, bah, voilà, je vous présente Joser, Jude de Nexus, qui est l'une des muses de la SFZ. C'est Joser qui est à l'origine de la création de la SFZ, qui est très malade actuellement et que je dois soigner. Il est en soins, intensifs à la maison. C'est un être extrêmement émotif, qui est dans une situation de fragilité extrême en fin de vie et que je soigne actuellement et que je ne pouvais pas, abandonner, pour aller à ce colloque aujourd'hui et donc j'ai demandé à Louise de, respecter ce choix puisque, c'est un être qui m'est extrêmement cher et qui a été très important justement pour la fondation de la SFZ et je pense que justement sur la fin de vie, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, nous devons travailler à la période de deuil, à l'incinération, à la mise en bière avec les animaux domestiques. Je sais que Loïc Dombreval y travaille et je m'en réjouis.
et donc voilà pourquoi je suis absente aujourd'hui parce que entre, être en présentiel avec vous aujourd'hui ou ne pas nourrir, mon chat qui est en fin de vie et ben, j'ai choisi de rester avec lui aujourd'hui et je vous remercie de me comprendre dans cette situation. Voilà, merci à vous.